Merci Guillaume de nous faire voyager par procuration dans ces contrées, on l'a vu, risquées. Merci aussi de nous permettre de vivre avec palpitation le déjeuner, la chasse, les mets. Ça peut paraître un peu rude quand on voit ces images. Qu'est-ce qui vous a donné envie en fait d'aller là précisément? Avec Guilhem est avec nous aussi, on vous voit une partie du voyage. Non. En fait, au début, c'est un projet que Guilhem avait, sur lequel Guilhem avait travaillé pendant un bon moment pour mettre tout ça sur pied. Et puis moi, je me suis greffé sur le projet initial. Là, bon, après, ça fait toujours rêver l'Arctique. Là, c'était une occasion idéale d'aller au Groenland. Bon, c'est pas une destination où on peut s'aventurer comme ça sans trop de préparation, c'est pas évident. Et avec ce projet, on avait le but de rencontrer au maximum les populations locales, de découvrir, d'apprendre plein de choses. Parce que là, on vous voit en aventurier. Ce qu'on ne sait pas et ce que vous ne dites pas, c'est que vous êtes scientifique aussi. Vous avez un doctorat de physique, je crois. Est-ce que c'est important d'avoir cette double casquette quand on entreprend un voyage pareil? Alors, pour mon doctorat de physique, pas forcément, mais bon, Guilhem est ingénieur agronome. Toi, tu avais à cœur de développer ce projet sur l'aspect scientifique, entre autres. Je ne sais pas si tu veux dire. Qu'est-ce qu'on fait pousser alors là-bas? C'est ça, exactement. Un j'ai fait une bonne partie de mes études sur le changement climatique. Donc, au départ, ce projet devait se dérouler pendant une césure avant la fin des études. Et pour de multiples raisons, il a fallu le reporter plusieurs fois. Mais ça faisait vraiment partie intégrante des thématiques que j'ai étudiées et de sujets qui me tiennent à cœur. Que ce soit scientifique, mais aussi par l'aventure, le sport, la photo, la vidéo. Donc voilà, c'est ce qu'on a un petit peu essayé de réunir dans ce projet à multiples passions. Et on vous connaît sur des aventures photographiques plutôt en solitaire. Quand vous faites des films, là c'est votre deuxième, vous partez toujours en duo. Vous étiez déjà ensemble sur le premier, que je n'ai pas vu? Non. C'était avec un autre duo, avec un autre coéquipier pour la première aventure. Et là, c'était Guilhem. Voilà, sinon, je fais des trucs en solo, c'est bien aussi. Mais d'être à deux, c'est idéal en termes de réduction de risque, souvent. Mais après, c'est les aléas. C'est une expédition, c'est une aventure. On ne peut jamais tout planifier. C'est aussi pour ça qu'on va à l'aventure. Hein. Ça fait partie du jeu. Bon, il vous a faussé compagnie quand même à un moment donné, hein, on l'a vu. Et vous avez... quelle est la prochaine étape en fait? Est-ce que ce film allait le présenter dans les festivals pour rendre compte de cette précarité climatique et cette précarité de vie, de moyens de subsistance, etc. Est-ce qu'il y a une cause derrière? Est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel on peut vous aider? Je sais qu'on nous a posé la question hier. Qu'est-ce qu'on peut faire en fait? Est-ce qu'il y a des moyens de s'engager ou de vous soutenir dans une suite? Mais là, le but de ce film, c'est de montrer aux gens, de témoigner ce qu'on a pu vivre, ce qu'on a pu observer sur place. Les mots de la conclusion, dans le film, c'est que c'est des valeurs qu'on n'a pas forcément dans notre vie de sédentaire occidentale ici. Cette notion d'impermanence, d'incertitude qui fait partie prenante de leur vie quotidienne. Et pour eux, c'est pas un problème. Ils vivent avec ça, ils grandissent avec ça. C'est leur façon leur société est façonnée autour de ça, particulièrement dans ces petits villages du Nord. Donc, le but de ce film, c'est de montrer au plus de public possible. Et puis après, c'est à chacun de faire sa petite réflexion dessus, si ça peut apporter n'importe quel élément de réflexion au public. C'est ça essentiellement. J'en suis sûr que ça a suscité dans le public des interrogations, des questions. N'hésitez pas, il y a des micros qui circulent dans la salle. Si vous voulez bien lever la main pour que je vous identifie et que je dirige. Voilà. Là-haut, on voit une foule de mains se lever.
Bonjour, j'avais une question concernant la technique. À un moment donné, on voit des images aériennes. Ça veut dire que vous aviez un drone? Tout à fait, ouais. On avait un drone tout le long du voyage. Ouais. Donc vous n'étiez pas seul à un moment donné parce que... Alors donc ça veut dire que le drone était autonome? Non, j'avais la télécommande dans ma main et le bâton dans l'autre main et j'avançais. Ah! Il n'y a pas d'équipe technique derrière, non, c'est du bricolage, on est tout seul. D'accord, non, et ça le fait bien, ok. Donc, vous étiez en mesure donc, de contrôler sans même regarder où il était, uniquement avec la télécommande? Oui, c'est très difficile, il y a une prise de risque. Voilà, et puis faire tout ça à moins 25 degrés avec une durée de batterie très réduite, le froid aux mains dès qu'on pilote la batterie, c'était un défi. On a failli perdre le drone plus d'une fois. Et c'est très difficile de filmer par ces conditions. Bon, surtout quand on est seul ou à deux, c'est un petit défi. Une autre question juste à côté. On m'a volé ma question, mais c'est pas grave. Quand on vous voyait filmer d'amour, et je me posais la question, alors je vais en poser une autre, puisque j'ai le micro. On vous voit seul dans cette immensité. Est-ce que vous avez connu la peur, ou est-ce que l'impression de maîtrise que vous donnez correspond à la réalité? Ça dépend du moment. Il y a une telle sérénité qui envahit le lieu quand les conditions sont bien, quand il y a du soleil, qu'il n'y a pas de vent. C'est le paradis sur terre, à mes yeux. Et là, on profite pleinement. Il y a des grands moments de stress, vous l'avez vu, quand la glace est mauvaise, quand la météo est terrible, quand il y a l'ours, la peur de l'ours, elle est là tous les soirs. Quand on s'enferme dans la tente, c'est horrible, c'est la peur au ventre. Quand j'ai dû refaire la traverser une deuxième fois le fjord dans l'autre sens, en sachant que la glace était exceptionnellement mauvaise et que ça devait passer peut-être pendant 24 heures, c'est peut-être, je l'ai dit, mais c'est vrai, c'est le moment le plus stressant de ma vie. J'ai eu la boule au ventre, j'en tremble encore en y repensant. C'était un niveau de stress abominable. Donc ça dépend vraiment du moment, mais quand on n'est pas un local, bon, j'ai fait quelques aventures dans le Nord, mais c'est pas comme les locaux qui habitent pendant des années, tous les jours. On reste un étranger, on apprend petit à petit, il faudrait y passer une année ou plusieurs années pour vraiment s'habituer aux conditions, savoir observer la glace, savoir faire confiance en ses observations. Et à moins d'être un Inuit et d'apprendre apprendre au contact des chasseurs, c'est fantastique. Ce qu'il faut, c'est beaucoup d'humilité. C'est pour ça que je dis, je les ai écoutés dès qu'ils me disaient quelque chose, parce que c'est la seule bonne façon pour survivre. Ils sont pleins de sagesse, ils savent observer, ils savent dialoguer avec la nature, et pour eux, c'est vraiment une condition de survie, en tant que chasseur, que pêcheur, qu'habitant tout court. Donc oui, la peur était là très souvent, mais à la hauteur de cette peur, il y avait aussi une plénitude tout aussi grande. On voit d'ailleurs, enfin, ils chassent le phoque, on a compris, pour les grandes occasions plutôt, mais pour... Alors, le phoque, ça va être tout le temps. À n'importe quel moment, ils peuvent aller à la chasse pour un autre animal, et si sur le chemin ils rencontrent un phoque, ils vont s'arrêter pour le prendre. Et l'ours, en revanche, c'est au cas où, c'est pour se défendre, c'est pas pour le plaisir de tuer des ours blancs. Ça fait partie d'une chasse traditionnelle qui est évidemment très réglementée. Donc il y a des quotas chaque année qui sont alloués, notamment par zone géographique. Et ça fait vraiment partie de la chasse traditionnelle. Il faut se dire que tous ces animaux qui sont chassés sont évidemment valorisés à 100%, tout est récupéré, que ce soit la viande, la peau pour la confection. Quand on te voit notamment avec les bottes blanches, c'est des bottes fourrées, enfin des bottes faites à partir de peau d'ours. Donc ouais, c'est une valorisation à 100% de tout. Partie du mode de vie. Exactement. Une autre question, sinon on va libérer nos deux... Oui, nos deux... Ah, une question ici.
Tout d'abord, merci à tous les deux de m'avoir emmené dans un endroit où je ne mettrai jamais les pieds, et surtout d'avoir mis beaucoup d'humanité et de belles valeurs devant justement la situation du réchauffement climatique, etc. J'avais une question précise à Guilhem. Comment vont ses mains? Merci. Vous n'êtes pas le seul à me poser la question. Non, ça va très bien. Il n'y a pas de séquelles. Voilà, après cette gelure, on s'est arrêté au moment où voilà, il y avait potentiellement des conséquences un petit peu plus graves derrière, pas forcément couper le doigt, mais des sensibilités qui peuvent ne pas revenir ou revenir bien plus tard. Mais non, il n'y a pas de souci. On s'est arrêté au bon moment. Je me suis arrêté au bon moment. Le gong retentit pour nous dire qu'il faut enchaîner. Une dernière question ici, rapide. On me dit oui, on nous l'accorde. Juste rapidement, je voudrais savoir au niveau de la société économique, parce qu'on voit beaucoup de chasseurs, mais est-ce qu'il y a un équilibre économique ou sinon tout est importé? On va essayer de vous répondre avec les éléments qu'on a et qui nous reviennent aussi en mémoire. Évidemment, il y a beaucoup de choses qui sont importées pas mal de denrées alimentaires et de consommables, bien sûr. On a eu l'occasion, évidemment, d'aller dans des épiceries, des supermarchés. On se rend compte que, notamment à Ilulissat, qui est une grande ville très touristique, on trouve tout comme dans les supermarchés chez nous. Ça va de la noix de coco, aux fruits exotiques, enfin, il y a vraiment de tout. Donc, évidemment, beaucoup de choses importées, mais ça dépend aussi des communautés. Il y a encore dans des lieux relativement isolés où une bonne partie de la subsistance provient de ressources locales, de la chasse et de la pêche. Et notamment, plus on va au nord, et dans les petits villages du nord, notamment le dernier, là, les supermarchés sont vides à cette période de l'année parce que les containers d'approvisionnement ne peuvent pas venir d'octobre jusqu'à mai. Là, on était en avril. C'était vide. Donc là, ils chassent vraiment pour manger. C'est vraiment pour l'équilibre alimentaire. Oui, mais je voulais savoir aussi, est-ce qu'eux, ils exportent aussi le poisson, la nourriture? Leurs ressources, ce sont des pêcheurs, c'est la pêche. C'est la pêche pour eux. Voilà. Et ils disent qu'il n'y a plus de chasseurs professionnels à 100%. Ils sont tous devenus chasseurs depuis les dernières décennies, chasseurs-pêcheurs, pêcheurs et chasseurs à côté, mais c'est vraiment leur métier. Donc c'est leur économie qu'ils peuvent exporter. Voilà. Merci. Merci beaucoup pour vos questions. Merci à Guilhem et Guillaume. Merci à tous.